Bonjour, bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire du FOD où on parlera cette fois-ci d'intelligence artificielle. Donc, on va laisser tranquillement rentrer les gens dans la salle. Il y a beaucoup d'inscrits à ce webinaire, les attentes sont nombreuses et on en a profité également pour lancer un petit sondage sur LinkedIn sur le sujet et on vous en donnera un peu les réponses aujourd'hui. Ça vous donnera aussi un peu une idée sur les grandes tendances et sur l'intérêt que suscite l'intelligence artificielle au service de la formation. Voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde et qu'on commence, on ouvre la discussion avec, je laisse la parole à Gilles, Gilles qui va être en fait l'organisateur et l'animateur principal de ce webinaire. Gilles, c'est à toi. Merci Aurélia. Bonjour à tous. Donc, je suis Gilles Macchia, je suis consultant en innovation, en recherche et développement pour des entreprises et des organismes de formation. Donc, mon cabinet s'appelle NewLearn. Je vous ai mis sur le slide un lien sur un article que j'ai écrit avec mon ami Patrick Brésillon sur donc, la génération automatisée d'activités pédagogiques adaptées au contexte. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez le consulter. Et aujourd'hui, donc, on reçoit Evan Fribourg d'Homocio, Jean-Marc Béguin d'Agifpass et Nicolas Bourgerie de TeachUp, qui vont témoigner sur leur réalisation en adaptive learning. Donc, et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les programmes d'adaptive learning, puisque l'adaptive learning donc, est utilisé depuis, je dirais, pratiquement le début du e-learning, hein, voire même avant avec le AO, avec la machine enseignée. Mais ces dernières années, depuis à peu près une décennie maintenant, on arrive à avoir les premiers programmes donc, qui intègrent de l'intelligence artificielle pour adapter les parcours et les contenus donc, aux besoins des utilisateurs, des apprenants. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, peut-être on va présenter, on avait fait un sondage sur LinkedIn, donc vous demandant si vous étiez favorable à l'utilisation de l'intelligence artificielle en formation. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui intéresse parce que vous êtes à peu près 80% à penser que c'est l'avenir, que l'utilisation de l'IA en formation est l'avenir. Alors, en fait, c'était un questionnaire à réponse unique. Du coup, donc 11% ont répondu il faut s'en méfier. Alors, est-ce que dans le panel qui pense que l'IA est l'avenir, il y en a peut-être un certain nombre qui pensent aussi qu'il faut s'en méfier et peut-être que les 11% sont beaucoup plus importants que le résultat du sondage. Mais voilà, donc on en parlera après dans notre débat à la fin des interventions de nos invités. Juste un petit rappel, je voulais faire un petit rappel sur les objectifs de l'apprentissage adaptatif. Donc, pour résumer rapidement, je vous ai mis un certain nombre de critères hein, attendus avec l'apprentissage adaptatif, à la fois pour l'apprenant et pour l'équipe pédagogique. Quand je mets l'équipe pédagogique, c'est l'entreprise, l'OF et les formateurs, hein, c'est au sens large. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'on attend d'un apprentissage adaptatif pour l'apprenant, c'est qu'il apprenne mieux, plus vite et avec plus de plaisir. Et pour l'entreprise ou l'OF, c'est de diminuer le taux d'abandon, d'améliorer la performance des programmes et du coup d'augmenter le taux de réussite, hein, pour synthétiser. Alors, sur nos invités, vous nous parlez de ce qu'ils font, mais il y a différents niveaux d'adaptation et de personnalisation. Donc, on a pour habitude de dire que l'active learning va d'un niveau faible à un niveau fort, hein, progressif. Donc, on peut dire que le niveau faible, c'est l'adaptation du parcours de formation à l'apprenant en fonction de résultats obtenus à un autopositionnement ou une évaluation. Donc ça existe, je dirais, depuis comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis la AO ou le e-learning.
Moi-même, j'ai réalisé une plateforme MediaCursus qui est toujours utilisée, toujours distribuée par Demos et que j'ai créée en 96 et qui intégrait l'adaptation de parcours de formation à l'apprenant. Et ça va vers le niveau fort. Le niveau fort donc, intègre le comportement de l'apprenant d'une manière avec une analyse prédictive ou pas prédictive, hein, on en parlera, et adapte et fait une adaptation pédagogique du module et du cours. Là, on va beaucoup plus loin que uniquement le parcours, puisqu'on va adapter le cours ou le module en fonction du niveau de difficulté. On va pouvoir ordonnancer les activités en fonction du besoin de l'apprenant, dans la présentation aussi des activités pédagogiques, dans leur rythme, leur durée, etc. On y viendra plus en détail. Enfin, nos invités viendront plus en détail. Et alors, pour finir mon introduction, j'ai synthétisé ce qu'on peut attendre d'un système d'apprentissage adaptatif intelligent. Donc, pour moi, il y a trois niveaux, en fait, hein, à la fois sur le processus d'apprentissage. Donc, on peut adapter en fonction des besoins de l'apprenant, en traitant les 3 phases de l'apprentissage, donc la phase d'assimilation, la consolidation ou la rétention, et puis la phase surtout de transfert, de mise en application. Donc là, l'adaptive learning peut nous aider pour adapter le parcours de formation en fonction du besoin de l'apprenant et en fonction du niveau où il en est dans son apprentissage. Ensuite, on va passer la slide suivante, Michael, sur l'ajustement des apprentissages, donc l'identification du profil de l'apprenant et donc un affinement progressif au fur et à mesure de sa progression dans l'information, avec l'adaptation du niveau de difficulté, donc adapté à son résultat, hein, mais en temps réel, avec des évaluations récurrentes et le suivi des compétences acquises, donc en temps réel. Et enfin, on passe à la slide suivante, la personnalisation des activités pédagogiques avec la présentation des activités en termes de modalités, de médias, de type de contenu, de type d'activité, de l'ordonnancement dans la navigation du parcours de formation et puis l'interaction avec l'environnement d'apprentissage, le rythme, la durée, etc. au niveau de la formation. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en introduction pour vous permettre de mieux peut-être assimiler ce que vont dire nos intervenants par la suite. Donc, tout de suite, je laisse la parole à Evan et Jean-Marc qui vont nous parler de leur retour d'expérience de l'utilisation de Domosio chez Agifpass. Et donc, Evan va commencer en nous parlant de la technologie Domosio. Absolument, merci Gilles et bonjour à tous. On va en effet vous montrer un cas très pratique, très concret de la mise en place d'un parcours d'adaptive learning avec l'usage de technologies d'une part d'adaptive learning, mais aussi avec l'expertise pédagogique d'Agifpass que va présenter Jean-Marc. Moi, pour ma part, je m'appelle Evan, je suis le directeur commercial de Domosio, qui est une société spécialisée dans l'adaptive learning. On édite des solutions d'adaptive learning. Et je travaille dans la société depuis plus de 6 ans maintenant. Et mon rôle, c'est d'accompagner des organisations dans le déploiement de ces solutions. Et je suis avec Jean-Marc. Eh bien, moi, je me présente à mon tour. Donc, Jean-Marc Béguin, je dirige Agifpass, qui est un organisme de formation qui forme les banquiers et les assureurs. J'y reviendrai tout à l'heure. Je suis par ailleurs vice-président du FOD et content de participer à cette matinée avec vous. Et avant de rentrer dans du très concret, on souhaitait faire un focus dans un premier temps sur le côté intelligence artificielle et vous présenter dans quelle mesure et à quel moment l'intelligence va intervenir dans un dispositif d'adaptive learning. On a identifié 2 temps forts principalement. Le premier temps fort, c'est celui de l'assessment. Donc, c'est le questionnaire de positionnement qui va permettre, dès le début d'un parcours d'apprentissage,
de cibler le profil de l'apprenant et surtout de cibler ses besoins en termes de compétences, en termes de développement. Et pour ça, en fait, on parle d'adaptive assessment. L'adaptive assessment, c'est cet outil, cette approche qui va permettre très tôt dans le parcours d'évaluer le niveau de maîtrise d'un apprenant. Et pour faire de l'adaptive assessment, en fait, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des patterns de réponse des apprenants à des questions. Je vous explique rapidement ce qu'on voit ici à l'écran. On a un concept donné, un concept X, sur lequel un certain nombre d'apprenants vont répondre à différentes questions. On a les apprenants en ligne à gauche et les questions, les 5 questions en colonne. Et en fait, on va se rendre compte que dans la pratique, nos apprenants vont répondre aux questions de ce questionnaire sur un concept donné et vont avoir des réponses parfois correctes, parfois incorrectes. On va tout de suite s'intéresser au premier apprenant, première ligne, et au troisième. Ce que l'on voit très facilement, immédiatement, c'est que ces 2 apprenants ont répondu à 3 questions sur 5 qui portent sur ce concept en particulier. Ce qu'on pourrait en déduire immédiatement, c'est que ces 2 apprenants ont le même niveau de maîtrise. Mais en fait, pas du tout, en tout cas pas forcément, puisque, on le voit ici tout en bas de la slide, on va aussi s'intéresser au niveau de difficulté de chacune des questions qui, lui, peut être déterminé en fonction des résultats, non pas d'un apprenant, mais des résultats de l'ensemble de la cohorte d'apprenants. Si on regarde la 4e question, on voit que tout le monde a répondu correctement. C'est une question qui, a priori, est plutôt facile. Si on regarde la 5e, tout à droite, on voit que tout le monde s'est trompé. C'est a priori une question qui est plutôt difficile. Et c'est là tout l'enjeu de l'intelligence et de l'algorithme, c'est de faire des allers-retours entre le niveau de maîtrise des apprenants évalué en fonction de leurs résultats et le niveau de difficulté des questions évalué en fonction des résultats de l'ensemble de la cohorte. Tout ça, ça va nous permettre d'établir un niveau de maîtrise réel pour chaque apprenant qui sera beaucoup plus précis. Et on le voit ici à droite. Ce niveau de maîtrise réel, en l'occurrence dans cet exemple, pour le premier apprenant, il sera de 2,7 sur 5. Pour le troisième, il sera de 3,2 sur 5. À quoi ça sert tout ça? Eh bien, en fait, l'algorithme va sans arrêt rechallenger le niveau de difficulté des questions, rechallenger le niveau de maîtrise des apprenants pour leur définir un niveau de maîtrise précis et surtout pour leur adapter en temps réel le questionnaire de positionnement. Et tout simplement, la finalité, c'est de se dire que le questionnaire de positionnement, ce n'est pas toujours le moment le plus agréable pour l'apprenant. Ça peut parfois être long. Et avec de l'adaptive assessment, on est capable de l'optimiser, de le rendre plus court et de ne poser à chaque apprenant que les questions qui vont avoir du sens pour lui et qui vont avoir un pouvoir discriminant dans l'évaluation de leur maîtrise. Ça, c'est le premier temps fort. On va avoir un deuxième temps fort sur lequel l'intelligence va intervenir et c'est celui du moteur de recommandation. Les moteurs de recommandation, on commence à bien les connaître. Si je prends un exemple assez parlant, c'est ce qu'utilise Amazon pour recommander à un utilisateur sur le site un produit qu'il est susceptible d'acheter. Et pour faire ça, eh bien, en fait, l'algorithme va se baser sur ce qu'ont acheté les utilisateurs qui ont un profil similaire au mien, parce que si on me recommande les mêmes produits, il y aura plus de chances que moi, qui ai un profil similaire, j'achète ce produit-là. Le principe de base, il est similaire, sauf que ici, on adopte une approche pédagogique dans le sens où ce moteur de recommandation, dans le cadre de l'adaptive learning, va chercher à recommander à chaque utilisateur, à chaque apprenant, des contenus pédagogiques qui ne vont pas encourager la consommation ou l'achat, mais qui vont faciliter la montée en compétence de l'apprenant. On cherche les contenus qui seront les plus optimaux et les plus pertinents en termes de montée en compétences pour chaque apprenant en fonction de son profil. Et comment on fait tout ça? Eh bien, en fait, on en parlait juste avant, on va avoir dès le début du parcours d'adaptive learning un assessment initial qui va permettre à l'apprenant de commencer à bénéficier de recommandations de contenu. Les contenus, ce sont tous les petits points bleus sur l'écran. Ces contenus vont permettre à l'apprenant de développer ses compétences, de développer plusieurs compétences. Et l'objectif, c'est de ne faire passer l'apprenant que par les contenus qui lui sont nécessaires en fonction de son profil et en fonction de ses besoins de compétences. Sauf qu'on ne s'arrête pas là et que ce que vous voyez ici à droite de la slide, c'est essentiel dans le cadre d'un dispositif d'adaptive learning.
on va chercher, via un assessment final, à repositionner le niveau de maîtrise de l'apprenant. D'un point de vue de l'apprenant, c'est très intéressant parce que ça va lui permettre de visualiser ses progrès et de voir où il en est en termes de maîtrise, cet assessment final. Mais c'est surtout très intéressant du point de vue du système, du point de vue des algorithmes, parce que c'est cet assessment final qui va permettre d'avoir un retour qualitatif sur les contenus qui ont été suivis par l'apprenant. Donc, le système va apprendre de lui-même des recommandations qu'il a faites. Et typiquement, on va peut-être se rendre compte que via l'assessment final, on observe que l'apprenant a plutôt très bien progressé sur la compétence 1. Et ce que ça veut dire, c'est que la ressource qui a été recommandée est plutôt qualitative pour cette typologie d'apprenant. Et peut-être en revanche qu'on va voir lors de l'assessment final que l'apprenant a peu ou pas progressé sur la compétence 2. Conclusion, la ressource qui a été recommandée et qui a été suivie par l'apprenant est plutôt moins qualitative pour cette typologie en vue de sa montée en compétence. Ce qui est évidemment important, c'est de se dire que cette analyse, elle est faite non pas à l'échelle d'un apprenant, mais à l'échelle d'une cohorte d'apprenants. Et elle va nous permettre de requalifier l'ensemble des contenus pédagogiques qui ont été recommandés et qui ont été suivis, et de mettre en place ce dont parlait Gilles juste avant, c'est-à-dire cette approche prédictive. On va se servir des expériences passées pour en déduire que certains contenus sont plus pertinents que d'autres pour certains profils apprenants. C'est très empirique. Et ça, de façon totalement automatique, ça va nous permettre d'avoir des recommandations beaucoup plus fines pour les futurs apprenants qui participeront au même parcours d'adaptive learning. C'est là le côté prédictif. On se sert des expériences passées pour proposer des expériences futures plus fines, plus pertinentes et plus individualisées. Et tout ça, on l'a aujourd'hui packagé dans un outil qui s'appelle Domosio Hub, qu'il faut imaginer comme un outil d'ingénierie pédagogique qui intègre cette intelligence et qui va permettre à tout concepteur pédagogique de concevoir ce qu'on appelle des expériences d'adaptive learning. Pour ce faire, plusieurs étapes. Première étape, je vais prendre mes contenus pédagogiques qui permettent de développer un certain nombre de compétences. Je prends également mes contenus d'évaluation qui permettent de positionner le niveau de mes apprenants sur ces mêmes compétences. Et ces deux types de contenus, eh bien, en fait, dans l'outil d'ingénierie pédagogique Domosio Hub, je vais pouvoir les mapper vis-à-vis des compétences à développer. C'est essentiel. Si on veut faire de l'adaptive learning, on va avoir besoin à un moment donné de mettre en place une approche par compétences et de faire le lien entre les compétences cibles d'un côté et de l'autre côté, les contenus pédagogiques et les contenus d'évaluation. Et cette expérience d'adaptive learning qui est créée à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'exporter sous format SCORM. La force du SCORM, c'est que c'est un format qui est supporté aujourd'hui par la quasi-totalité des plateformes type LMS. Et donc, on va pouvoir diffuser cette expérience d'adaptive learning dans la plateforme LMS pour centraliser l'expérience de l'apprenant et pour que l'apprenant qui va se connecter dans son LMS comme il en a l'habitude puisse se lancer dans son adaptive learning, puisse répondre à un adaptive assessment et ensuite bénéficier de recommandations de contenu avec un objectif qui sera toujours le même, pouvoir lui proposer une expérience plus individualisée, donc plus engageante, et à l'échelle du dispositif, pouvoir proposer quelque chose de plus optimal, c'est-à-dire que le temps d'apprentissage qui est passé par l'apprenant est passé sur des contenus qui lui permettent réellement de développer des compétences qu'il a besoin de développer. Et on va rentrer dans la pratique avec Jean-Marc qui va nous présenter de quelle façon il a pu utiliser cet outil pour concevoir une expérience d'adaptive learning sur un sujet en particulier. Merci Evan. Vous comprenez que quand j'ai rencontré la première fois Evan et qui m'a proposé cette solution, comment ne pas être séduit par l'adaptive learning, je crois qu'il l'explique très bien, je ne reviendrai pas dessus. Merci en tous les cas. On va essayer de voir concrètement ce que l'on a fait justement de ces propositions de Domosio. Peut-être en préambule, donc je vous disais, je dirige un organisme de formation banque et assurance dans toute la France. Nous sommes basés à Reims, mais on rayonne sur l'ensemble de la France. En fait, les banques, les assurances, vous le savez, il y a peut-être d'ailleurs certains participants aujourd'hui qui travaillent dans la banque ou l'assurance, sont plutôt très en avance sur les nouveaux dispositifs pédagogiques
Et nous sommes, en tant qu'entreprise de formation, obligés de suivre, je dirais, cette dimension un petit peu nouvelle de pédagogie et d'aller vers toujours quelque chose qui améliore la compétence des collaborateurs. Tout ceci dans un contexte, et ça n'a pas été abordé en introduction, mais il ne faut pas l'oublier aussi, que les banques n'ont plus du tout de financement, de refinancement de la formation et donc cherchent à optimiser leurs dépenses. Et donc, Adaptive Learning, on est bien dans la concrétisation des mots, c'est-à-dire adapter un parcours de formation à un individu plutôt que de faire suivre à tout le monde l'ensemble des mêmes parcours. On a une vraie hétérogénéité dans les apprenants dans le milieu bancaire et l'idée était d'améliorer justement nos dispositifs de formation. On a choisi volontairement deux thématiques, deux compétences. On a raisonné sur la notion de compétence. La première qui est la fiscalité, parce qu'elle intéresse évidemment l'ensemble du monde de la banque et de l'assurance et plus particulièrement les conseillers clientèle, avec ceci d'intéressant que cela change tous les ans et que les lois de finances se succèdent les unes après les autres avec un certain nombre de modifications. Et puis, deuxièmement, et c'est en cours de réalisation, une compétence analyse financière qui s'adresse plus particulièrement aux chargés d'affaires entreprises à la banque et aux conseillers professionnels. Je n'en parlerai pas puisque cette compétence est en cours de réalisation. Alors, on va vous mettre un schéma qui donne un petit peu tout le travail qui a été mené avant de pouvoir vendre l'adaptive learning à nos clients banques. Vous avez les différents processus qu'on va voir en détail. Je les regarde déjà dans leur globalité. Donc, avec tout d'abord, effectivement, l'identification des compétences donc, sur le métier particulier. Donc là, on est parti sur la fiscalité avec 3 niveaux que l'on a décidé ensemble, donc les notions, quelques notions, la maîtrise ou l'expertise. Ensuite, l'identification des attendus métiers. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va dérouler avec les responsables formation ou avec les DRH des établissements pour lesquels donc, nous faisons de la formation. Nous allons commencer par un positionnement du collaborateur, comme Evan l'a bien expliqué, ce qui va nous permettre d'identifier donc sur cette toile d'araignée qui apparaît donc les niveaux de l'apprenant au démarrage. Il va avoir tout de suite son parcours de formation. Puis ensuite, donc, on aura de nouveau des questionnements. Enfin, on en a pendant tout le long de la formation, mais en tous les cas, à la fin, il y aura un nouveau test de positionnement qui permettra de vérifier si on a atteint ou non l'objectif qu'on s'était fixé au départ, c'est-à-dire d'atteindre la compétence. Alors, on va regarder le slide d'après parce qu'on va rentrer dans le détail. Je voudrais surtout tout dire en amont, pour tous ceux qui nous écoutent, le travail colossal que ça représente de se lancer dans l'adaptive learning, parce que ça veut dire d'avoir en ressources évidemment des heures et des heures de formation et donc de rentrer en e-learning. Donc, tout ce que l'on peut avoir sur une thématique donnée, avec une granularisation très courte, de l'ordre de 2 minutes, pour permettre d'emboîter les formations les unes avec les autres en fonction justement des besoins de l'apprenant. Donc, on retrouve les différentes compétences qu'on a décidé de mettre en œuvre. Vous voyez qu'on en a mis 19 d'un côté pour les débutants et on va dire les intermédiaires, et puis 30 pour les experts. On va reprendre cette échelle de niveau qu'on a vue juste avant et ensuite donc identifier avec le service formation du niveau de maîtrise attendu pour chaque compétence. L'idée, c'est que chaque apprenant ait un contenu de formation différencié avec un rythme qui lui correspond. Et je dirais à terme, on avance là-dessus avec Evan, des modalités pédagogiques qui vont s'améliorer avec le fil du temps. L'idée dans l'adaptive learning, c'est justement grâce aux data d'être capable de voir quelle méthode pédagogique marche mieux qu'une autre et à terme justement d'optimiser les méthodes pédagogiques utilisées en fonction des collaborateurs. Pour moi, l'adaptive learning, il va très loin et je pense qu'il ira dans quelques années pour l'avoir lu et entendu. C'est que c'est l'ordinateur lui-même qui sera capable, en fonction des faiblesses d'un collaborateur, quelle que soit l'entreprise dans laquelle il travaille, de proposer une formation et de l'inscrire directement une formation en adaptive learning. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment le data qui a
beaucoup d'importance, hein, ce qui n'est pas sans poser de problème, parce qu'évidemment, l'utilisation du data avec les clients nécessite un accord préalable. En tous les cas, ça se passe bien avec les clients pour lesquels on a mis en place aujourd'hui cette solution d'adaptive learning. On va passer, Michael, voilà, au slide suivant. Donc, on a bien, pour démarrer, le positionnement de l'apprenant. Donc, notre choix, ça a été de poser au départ, parce qu'il faut bien un premier questionnement pour lancer la machine. Donc, on a posé 2 questions niveau 1, 2 questions niveau 2 et 2 questions niveau 3. Et l'outil va proposer pour démarrer donc une question niveau 2 et selon la bonne ou mauvaise réponse, va s'adapter. Donc, il va proposer comme ça donc jusqu'à une question d'un autre niveau pour déterminer le niveau de l'apprenant pour chacune des compétences. Je vous rappelle que les compétences ont été déterminées au démarrage de la formation avec les services des RH ou services formation de l'entreprise avec lequel on travaille. Donc, on a ce fameux skill gap au départ, donc, qui permet de voir le niveau du collaborateur par rapport au niveau de compétences qui est attendu. Donc là, ça va être tout le travail des algorithmes de déterminer donc un parcours de formation qu'on va voir après qui correspond aux besoins de compétences d'un collaborateur. Donc là, on vous a relisté, par exemple, pour la fiscalité, donc les préconisations d'actions de formation personnalisée. Donc, on est bien dans cette thématique de fiscalité, hein. Il y a beaucoup d'abréviations, j'en suis désolé, mais c'est vraiment du langage de fiscaliste, hein. Donc, on retrouve évidemment ce que l'on attend des débutants, des intermédiaires, des parcours experts. On va passer au slide suivant. Donc, une fois que le collaborateur a suivi son parcours, donc on a vu tout à l'heure la schématisation, ce qui est intéressant, effectivement, et comme le disait Evan, c'est que l'outil Domocio, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, se log sur n'importe quelle plateforme LMS. Donc, la plupart des banques et compagnies d'assurance travaillent avec Cifadis, hein, et donc ça a été très facile de se loguer sur leur propre plateforme, hein, et de mettre en œuvre tout de suite donc, ces dispositifs de formation. En tous les cas, on se met en danger, c'est un choix aussi assumé, c'est de vérifier qu'à la fin de la formation, donc, le niveau de compétence est atteint. Et on va revérifier donc justement à travers ce skill log, donc si le collaborateur a dépassé le niveau ou s'il a atteint l'objectif qui est déterminé, quitte à le renvoyer de nouveau sur des formations jusqu'à temps qu'il atteigne le dispositif voulu. L'idée étant évidemment que le collaborateur ne se sente pas frustré et donc d'arriver à terme, je dirais, ce sont les algorithmes qui le déterminent, que tout le monde soit au-dessus de la ligne verte et pas en dessous, comme l'exemple qui est repris ici, parce qu'on voit que sur certains domaines, donc la compétence n'est pas encore atteinte. L'idée est d'amener donc le collaborateur à ce que la ligne verte soit bien équivalente à la ligne orange, ou en tous les cas que la ligne orange soit au-dessus de la ligne verte, qui est ce qui est attendu en termes de compétences. Donc, en tous les cas, pour conclure sur ce dispositif, hein, il nous a vraiment séduit, il séduit beaucoup les clients. Et il l'utilise aussi, je tiens à le dire, parce qu'on n'avait pas imaginé cette option, en quelque sorte, c'est que certains de nos clients utilisent l'adaptive learning pour mettre à niveau une population de collaborateurs en amont d'une formation. L'idée étant de dire, avant d'envoyer quelqu'un sur une formation de défiscalisation, par exemple, de l'immobilier, j'ai besoin de savoir si un certain nombre de concepts sont bien connus. Et pour éviter justement l'hétérogénéité dont je parlais en introduction, l'idée, c'est de faire suivre donc, des modules d'adaptive learning, puisque là, on va vraiment avoir un parcours de formation personnalisé, peut-être beaucoup plus rapide, en tous les cas, parce que sur une thématique donnée, mais en tous les cas, pour permettre de gagner du temps et gagner en qualité de formation grâce à des groupes d'apprenants homogènes. Voilà ce que je voulais dire. Évidemment, je répondrai aux questions tout à l'heure s'il en est besoin. Je crois que c'est Gilles qui reprend la main ou Nicolas directement, je ne sais pas. Alors, merci beaucoup Jean-Marc, je vais prendre la main et bonjour à tous. Enchanté de contribuer aussi à vous donner quelques exemples sur l'adaptive learning. Alors, j'ai trouvé l'exemple super intéressant que tu as donné Jean-Marc, notamment sur l'explicitation que tu donnais sur le travail en amont, qui est extrêmement important parce que c'est vrai que
C'est la raison d'être d'ailleurs qui a fait que nous, on s'est lancé dans l'adaptive learning il y a 6 ans. L'idée était de rendre accessible au plus grand nombre le fait d'aller vers des dispositifs d'adaptive. Alors, vous allez voir que dans l'explication, Michael, je te laisse peut-être enchaîner, mais dans l'explication, on est parti de constats. Alors, les chiffres varient d'étude à l'autre, mais sur Value Bound, alors c'est vrai qu'on était présent à la fois aux États-Unis et en Europe. On regardait un peu les études sur le marché du digital learning. On voyait qu'il y avait un sujet qui était très lié au fait que les apprenants n'allaient pas toujours au bout quand ce n'était pas obligatoire. Alors Jean-Marc, tu viens de nous parler de formations qui souvent sont obligatoires, notamment dans les banques, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans les organisations, le e-learning peut être pris, et le digital learning parfois comme un élément complémentaire, mais pas toujours obligatoire, et on se rend compte que les gens vont rarement au bout quand ce n'est pas obligatoire. Alors en fonction des études, on a des stats qui varient, mais ça reste quand même très très bas en termes de complétion moyenne. Avec des stats très récentes, je partagerai les sources, mais il y a eu des études très, très récentes, super intéressantes, notamment de Novad, qui indiquait que 69% des participants trouvaient les formations ennuyeuses, et souvent parce qu'elles n'étaient pas adaptées à leurs propres besoins. Quand on leur demande pourquoi vous trouvez ça ennuyeux, c'est le manque d'adaptation à soi et pour rendre les choses hyper pragmatiques. Et aujourd'hui, dans cette même étude, 98% des formations, même un peu plus, étaient proposées avec une approche linéaire. Tout le monde faisait la même chose dans le même ordre, de la même façon. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que l'adaptive learning vient répondre à ce type de problématique, en tout cas pour renforcer l'engagement des participants. Alors, réenchanter la formation en formation, ça prend 2 axes. Alors, c'est vrai que les 2 axes qu'on a abordés, Michael, tu peux la passer, c'est qu'il y a à la fois ce dont on vient de parler à l'instant, ce que vous avez vu, et une autre approche. Alors, nous, on a commencé par ça, paradoxalement, c'est le sujet qu'on a pris, notamment parce que le côté machine learning, on l'a trouvé d'abord avec une puissance relative dans ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle le micro-adaptive. Alors, j'aime pas trop parler d'adaptive learning faible et fort, parce qu'en réalité, je viendrai après sur le mode de fonctionnement, on peut avoir du fort, y compris dans du macro, quand on est à l'échelle d'un parcours, et je reviendrai dessus. Le sujet là, c'est plutôt de se dire que nous, on appelle, enfin, c'est pas que nous, hein, d'ailleurs, c'est très utilisé comme terminologie sur le marché américain, qui est assez en avance, notamment sur ces sujets. Le micro-adaptif, c'est à l'échelle d'un module. Aujourd'hui, quand vous avez un module de formation traditionnel, fait avec une technologie qui n'embarque pas de l'adaptive learning, vous avez une expérience de formation qui, parfois, peut être complètement linéaire. C'est-à-dire que si vous formez 1000 personnes, vous avez les 1000 qui vont avoir les mêmes écrans, dans le même ordre, dans le même timing. C'est-à-dire que votre module en tant que tel est le même, quels que soient les apprenants. Vous pouvez avoir des interactions, vous pouvez avoir des cours, vous pouvez avoir des jeux, mais les participants qui vont vivre 10 minutes, un quart d'heure de e-learning vont avoir exactement la même expérience. En fait, l'approche de micro-adaptive qui embarque justement une dimension de machine learning, c'est une approche qui consiste à capter les interactions avec l'écran. En apprenant à interagir avec l'écran, on va capter énormément de données qui nous permettent d'adapter en temps réel le parcours de formation, la formation elle-même au niveau de l'apprenant et à ses besoins pour le faire réussir. C'est-à-dire qu'à la fin, on peut garantir un niveau de maîtrise sur les contenus qui sont les contenus essentiels de ce module et l'apprenant va passer par des chemins d'apprentissage avec des revisites de cours, avec des typologies d'exercices, avec des niveaux de difficulté d'exercice qui vont s'adapter en même temps que l'apprenant est en train d'apprendre et d'interagir avec son écran. En fait, il y a des algorithmes qui vont en temps réel adapter le contenu de la formation pour apporter à l'apprenant ce dont il a besoin pour le faire réussir. Ce qui fait qu'un même module qui pourrait durer 15 minutes si on avait une approche linéaire pour 100% des participants va peut-être durer pour certains 7 minutes et pour d'autres 25 minutes. Les deux vont arriver à 100% de maîtrise, mais à leur rythme et à leur façon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le micro-adaptive learning. Je prends souvent l'exemple de ça, c'est quand on arrive dans une bibliothèque, le micro-adaptif, c'est je prends un bouquin, j'ouvre le bouquin et en fait, ça m'aide à choisir ce dont j'ai besoin dans le bouquin pour aller vers uniquement les éléments qui sont nécessaires pour moi, pour me faire maîtriser le savoir-faire, le savoir ou le bout de compétences qu'on est en train de développer dans ce module. À l'inverse, le macro-adaptif est plus à l'échelle d'un parcours. Donc un peu plus à l'image de ce qu'on vient de voir, c'est qu'on a un dispositif avec énormément de ressources multimodales. Et en fait, dans cette bibliothèque de ressources, en fait, le macro-adaptif va, par une intelligence pédagogique, me permettre d'aller choisir et sélectionner les éléments, et va sélectionner pour moi les éléments dans ce parcours, dans cette bibliothèque, dont j'ai le plus besoin pour réussir et développer la compétence. Donc, on est sur une démarche différente. C'est-à-dire que le micro-adaptif, c'est à l'échelle d'un module. Le macro-adaptif, c'est à l'échelle d'un parcours. Donc, je voulais vous parler de ça parce que je trouve que c'est aussi pour vous une façon d'élargir la façon dont vous allez en entendre parler sur le marché.
micro et macro sont des terminologies, c'est vrai qu'ils sont plus anglo-saxonnes, même si l'adaptif faible et l'adaptif fort est aussi utilisé en adaptive learning sur le marché. Je voulais faire cette distinction. Alors, je vais un peu plus insister sur le micro-adaptif pour vous donner un éclairage qui est un peu différent pour venir compléter ce que Jean-Marc et Evan ont dit juste avant. Donc, Michael, si tu veux… Je voulais juste vous partager quelques chiffres parce que je trouve que ce sont des chiffres qui sont intéressants. On a pris un échantillon de 300 000 formations pour récemment faire une étude. On était présent sur le salon de l'IA il y a une dizaine de jours à Cannes, sur lesquels on intervenait notamment sur comment l'adaptive learning vient apporter de la valeur en matière d'apprentissage. Et je voulais juste témoigner avec vous de quelques chiffres intéressants qu'on peut prendre sur ces 300 000 formations. Donc, on a pris aléatoirement, qui sont anonymisées, qui nous permettent d'avoir de la data, mais pouvoir aussi nourrir notre machine learning. On s'est rendu compte déjà que c'est une donnée assez intéressante, que en fait, l'optimisation de la maîtrise et de la complétion arrivait quand les formations duraient 14,2 minutes. Alors, c'est très intéressant parce que la machine adapte la formation en temps réel. Et sur ces 300 000 formations, en fait, on a les scores de complétion et de maîtrise les plus élevés quand la formation en moyenne dure 14,2 minutes. Alors, j'ai trouvé ça passionnant de voir que c'était une cible qui était la cible moyenne qui permettait d'optimiser en fait les métriques qu'on suivait. Et on s'est rendu compte que quand un auteur, donc quelqu'un qui crée avec Teachup, un module en adaptive learning. Donc, je crée mon module, au lieu de faire un module comme avec Rise Storyline où j'ai quelque chose de très linéaire. En fait, quand je le crée avec Teachup, on s'est rendu compte que les formations en moyenne avaient 9 à 10 cours. Donc, il y avait 9 à 10 inputs de cours, de variés, ça peut être des sons, des images, des vidéos. Donc, c'était 9 à 10 en moyenne sur un module optimisé. Que les participants proposaient… Alors, c'est un système sur Teachup qui est un peu particulier parce que les auteurs ont juste à créer des questions. Et la techno, en fait, automatiquement crée énormément de jeux pédagogiques dont je vais parler après. Donc, ils créent des questions et en moyenne, les auteurs posent 6 à 7 questions de connaissances par module pour tester les connaissances et évaluer les connaissances des apprenants. Et en fait, la technologie, donc Teachup est capable, toute seule, de créer en moyenne presque 25 interactions automatisées, donc sans que l'auteur ait à le faire, et 57 jeux de niveaux différents. Ce qui fait, en moyenne, sur les 300 000 expériences de formation qu'on a analysées, 18 000 parcours, 18 000 chemins d'apprentissage différents possibles dans un même module qui, au départ, aurait dû durer 15 minutes et qui, grâce à la technologie et à sa transformation, va proposer 18 000 chemins différents qui, pour certains, vont durer beaucoup moins longtemps, d'autres beaucoup plus longtemps, et qui vont s'adapter en temps réel aux besoins de l'apprenant. Donc, en fait, c'est assez intéressant de partager avec vous ces métriques. C'est des métriques qui sont des métriques anonymisées sur 300 000 expériences d'apprentissage. Donc, je trouvais ça bien de le partager et de rentrer un peu plus dans le sujet sur des éléments complémentaires. Michael, si tu peux cliquer, s'il te plaît. Super, merci. En fait, le principe est comment on nourrit notre machine learning. Une machine learning, en fait, il faut lui donner des modèles sur lesquels il va s'appuyer pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Évidemment, les modèles, on va les paramétrer nous, et on va leur donner des directives d'entraînement selon des critères de réussite. En learning, ce n'est pas simple de se dire quels sont les critères de réussite. Et on s'est rendu compte que les critères de réussite en fonction des organisations n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que sur un module de e-learning, il y a des organisations qui vont nous dire nous, ce qui nous importe, c'est que les gens aillent au bout. On veut que la complétion soit importante. Nous, on s'est dit, comme critère de réussite majeur, on veut que les gens maîtrisent. En fait, on veut que les gens maîtrisent la connaissance. Ce qui est important, c'est que la techno les entraîne pour qu'ils soient en succès. C'est-à-dire que peu importe le temps qu'ils vont mettre, ce qui est important, c'est que les gens y arrivent et réussissent. C'est-à-dire que l'ultra débutant, s'il doit mettre 22 minutes pour y arriver, il mettra 22 minutes pour y arriver. Celui qui est très expert, s'il a besoin de 8 minutes pour y arriver, il mettra 8 minutes pour y arriver. Et dans l'exemple que je vous avais devant les yeux là, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on est capable d'entraîner la machine pour arriver à 100% de maîtrise. Quelqu'un qui est motivé et qui s'implique dans sa formation va aller au bout et on peut garantir un niveau de maîtrise sur des éléments qui sont clés. C'est-à-dire que l'auteur va indiquer qu'il y a des connaissances qui sont majeures dans son module. Et en fait, la machine va entraîner chaque personne. À chaque fois qu'elle va interagir avec l'écran, elle va passer sur un écran différent, un jeu différent, un cours différent qui va s'adapter en temps réel. Et là, on voit bien que Dina, dans l'exemple qu'on a en face de nous, Dina, elle est passée par 15 interactions différentes dans son module. Son module a duré 7 minutes, mais on s'est très vite rendu compte que l'expertise de Dina, qui connaît parfaitement le sujet dont on parle ici, nous a permis de créer une expérience de formation qui était beaucoup plus rapide. Et on peut garantir que Dina est passée par tous les points clés que l'entreprise a voulu avoir.
les jeux ont été adaptés, les cours ont été adaptés à Dina pour s'assurer que finalement, elle est passée par l'essentiel, mais on n'a pas besoin de proposer une expérience qui dure 25 minutes à Dina, parce qu'en 7 minutes, on a pu garantir qu'elle était passée par les points de passage majeurs et qu'elle les avait validés parce qu'elle a répondu correctement à tous les jeux qu'on lui a proposés et que c'était OK. Jules a eu besoin de 18 minutes pour arriver à 100%, avec 31 interactions, et Lucie, 15 minutes avec 22 interactions. Et on se rend compte que quand on forme 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes sur un sujet, tout le monde n'a pas les mêmes besoins et qu'on va pouvoir garantir un niveau de maîtrise. On ne peut pas le garantir à 100% parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas au bout. Aujourd'hui, il y a parfois l'adaptive learning qui n'est pas paramétré de telle façon qu'on arrive à 100%. Aujourd'hui, on est sur des technologies où de plus en plus, pour un client qui nous demande une garantie de maîtrise à 100%, on peut garantir que tous ceux qui sont allés au bout, la machine les a entraînés pour à un instant T maîtriser 100% d'une connaissance particulière. Donc, Michael, je te laisse continuer parce que je voulais justement expliquer comment ça fonctionnait. Donc, le principe d'une machine learning, je trouvais ça intéressant de le partager avec vous, c'est qu'il y a des inputs, il y a des outputs. Les inputs, c'est ce que l'auteur a mis. Les inputs, c'est ce que l'apprenant fait. C'est les interactions qu'il a avec l'écran. C'est tout ce qu'on est capable de donner comme information pour nourrir la machine. Les informations, on les capte à la fois de l'auteur qui a l'expertise, mais on les capte aussi de l'apprenant qui interagit avec l'écran et qui nous donne énormément d'informations. Mais ce qui nous donne de l'information aussi, c'est tous les apprenants qui sont passés avant lui. C'est-à-dire que tous les apprenants qui sont passés avant un apprenant qui est en train de faire son expérience sont aussi des données super intéressantes pour savoir quels sont les meilleurs chemins d'apprentissage pour une personne. En output, donc en sortie de cette machine learning, on a des cours, on a des jeux, on a des exercices avec des niveaux particuliers. Et en fait, l'écran qui va sortir est basé sur un certain nombre, c'est comme un réseau de neurones, on appelle ça un réseau de neurones, avec le fait d'avoir des paramétrages et des règles, donc des algorithmes qui vont venir nourrir cette machine learning pour faire en sorte que le cours, le jeu, l'expérience, l'exercice qui va sortir pour l'apprenant soit le plus adapté possible à son niveau en fonction de critères qu'on a déterminés. Et nous, les 3 critères qu'on a choisis chez TeachUp, alors le critère numéro 1, c'est la maîtrise. C'est-à-dire que nous, notre critère numéro 1, c'est qu'on veut que les gens réussissent. Peu importe le temps qu'ils mettent, peu importe comment ils s'y prennent, par défaut, la techno, elle est basée sur « on veut faire réussir les gens ». C'est-à-dire que notre baseline, notre mission, c'est de faire réussir tout le monde. Donc en fait, la techno, elle a été pensée pour ça, avec cette mission de faire réussir tous les apprenants. Mais on peut faire réussir les gens aussi en optimisant 2 autres critères, qui sont le critère de complétion. Alors, pourquoi le critère de complétion, on commence à le prendre en compte? Parce qu'on se rend compte que la machine learning, elle peut être parfois un peu ennuyeuse. Quand elle voit que quelqu'un rame beaucoup, elle va revenir, elle va reposer des questions, elle va revenir avec des jeux différents, elle va réinsister sur des cours. Et on voit que quand on insiste trop et quand on va trop loin, on peut perdre l'adhésion de certains participants. Donc, il faut qu'on adapte, il faut qu'on simplifie. Et du coup, la machine learning va venir, à un moment donné, rendre plus accessible, plus simple, plus facile certains jeux volontairement pour réengager l'apprenant parce qu'un apprenant a besoin d'être en succès. Donc, elle est entraînée aussi pour optimiser la complétion et optimiser le temps de formation pour qu'à la fin, la personne arrive à 100% dans le temps le plus court possible parce que c'est un enjeu pour nos entreprises et notamment dans les banques, tu as raison Jean-Marc de le souligner, qui sont très consommateurs de ce genre de technologie. Alors, je vais aller vite sur les exemples que je voulais vous donner, mais clairement, TeachUp a été pensé pour réduire le temps de conception, c'est-à-dire que tout est automatisé. C'est-à-dire que l'adaptive learning, ça peut être très, très long. Et en fait, c'est parce que ça peut être très, très long qu'on a choisi de mettre 4 millions de R&D en mettant la moitié de notre R&D dans l'exercice de conception. C'est-à-dire comment on automatise la création de parcours et de modules sans que le formateur ait besoin d'un niveau d'implication qui soit colossal. Donc ça, c'était un des gros sujets qu'on voulait résoudre, des problèmes qu'on voulait résoudre, pour que ce soit accessible au maximum de personnes. L'autre bénéfice, c'est pour les apprenants pour qu'ils arrivent à un niveau de maîtrise qui soit proche de 100% et le fait d'économiser du temps d'écran. Alors, on arrive en moyenne, vous allez voir, à 28-32% en fonction des typologies de cibles qu'on prend, d'économie de temps d'écran sur des expériences grandeur réelle, sur des grandes quantités de personnes. Donc, ça donne à peu près une métrique intéressante sur un nombre assez important de personnes. En tout cas, c'est chez nous. Avec TeachUp, on fait économiser à peu près un tiers de temps d'écran. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de partager cette donnée avec vous parce que c'est des données, alors évidemment, plus on avance et plus on en a. Et comme il ne me reste pas beaucoup de temps, Michael, je te laisse peut-être juste avancer sur le cas. Voilà, le cas qui est là, je voulais vous le donner parce qu'en fait, ces économies sont modélisables. Une entreprise qui forme 1000 apprenants sur un sujet, avec un parcours qui durait 7 heures en linéaire pur, aujourd'hui, avec un adaptive learning, a réussi à une adaptation, si je prends la modélisation que je viens de montrer, à un parcours qui en moyenne va durer 5 heures, 0,4, avec 91% de maîtrise, là où avant, il fallait faire une évaluation initiale et une évaluation finale pour mesurer la maîtrise de participants, avec une économie de temps par rapport à l'écran qui est modélisable et qui est quantifiable.
C'est-à-dire qu'on peut parler de parfois centaines de milliers d'euros d'économisés pour un dispositif complet avec une plus grande maîtrise des apprenants, une meilleure complétion et une réduction du coût de déploiement du temps face à l'écran. Donc, je trouvais ça intéressant de le partager avec vous. On a même un exemple, alors je l'ai partagé pour ceux qui étaient au salon, mais Michael, je te laisse, je vais conclure par ça. Je voulais vous partager le cas d'OI, qui est un gros industriel, parce qu'on se dit l'adaptive learning, c'est pour les banques, c'est pour le service, c'est pour des environnements qui sont très services, où on a beaucoup de contenu. On l'a mis en place au sein d'une boîte américaine qui s'appelle OI, qui est le leader mondial des bouteilles en verre, des parcours industriels avec des gens qui sont sur le terrain, qui sont dans des machines où il fait 1000 degrés. Donc, on est dans un environnement ultra technique. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et en fait, on a réussi, Michael, c'est la slide d'après, on a réussi. En fait, alors c'est super intéressant parce que pour le coup, c'est modélisable. Alors, évidemment, on n'est pas sur des quantités de personnes qui sont colossales dans ces environnements-là, mais c'est quand même super intéressant de voir qu'un parcours complet, alors qui dure pour le coup aujourd'hui presque 6 mois. En fait, on a réussi à diviser par 2 le temps de formation complet d'un dispositif pour monter en fait en compétences ce qu'on appelle les lanceurs forming. En fait, vous êtes tous au courant du fait que dans l'industrie actuellement, il y a énormément de pertes d'emplois sur les personnes qui, en France ou en Europe, sont face aux machines et qui ont besoin de développer de nouvelles compétences pour régler les machines. Et en fait, cette formation-là vise à accompagner des personnes qui sont des opérateurs pour devenir des régleurs de machines. Et en fait, on a créé un dispositif de formation en macro-adaptive et en micro-adaptive qui permet d'optimiser tout le parcours d'apprentissage de la personne. Et en fait, le taux de réussite, il est passé de 49% avec l'ancien parcours qui était complètement linéaire, qui durait presque 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi, à 94% aujourd'hui de taux de réussite, et avec ce temps de formation qui a été quasiment divisé par 2. Donc en fait, ce qui est super intéressant aussi dans les approches, c'est de commencer à pouvoir modéliser ce que ça peut représenter sur des métiers stratégiques dans les organisations. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Jean-Marc en parlait, c'est très utilisé dans le milieu bancaire, c'est très utilisé dans le milieu pharma, c'est très utilisé dans les métiers où il y a beaucoup de contenu à apprendre, beaucoup de process, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, et très souvent dans les dispositifs pour venir mettre à niveau tous les collaborateurs avant les moments synchrones. C'est-à-dire que pour mieux bénéficier des moments synchrones, on va outiller les formateurs de ce type de techno pour qu'ils aient face à eux des personnes qui ont un meilleur niveau. Donc voilà, je voulais terminer par ça. De toute façon, les sujets, évidemment, le sujet est passionnant et on pourrait en parler des heures, mais un des gros enjeux qu'on a aujourd'hui, nous, c'est de pouvoir modéliser des principes neuropédagogiques à l'intérieur de la technologie. C'est-à-dire comment nos algorithmes aussi s'entraînent sur la base de connaissances qu'on a, qui sont des connaissances scientifiques du fonctionnement du cerveau. Ce qui n'est pas forcément simple, parce que sur ce sujet, on voit qu'on a énormément de débats, énormément de points, pas toujours de convergence. Et donc, il y a des partis pris à avoir dans la tech qu'il faut assumer et qu'il faut traduire en algorithme. Donc, on a des personnes dont c'est le métier de traduire des concepts pédagogiques en algorithme et le faire avec beaucoup d'humilité, parce que clairement, ce sont des sujets qui ne sont pas des sujets simples, qui demandent de faire beaucoup de boucles de rétroaction et beaucoup de contrôle pour s'assurer que c'est OK. Donc, la notion de contrôle renforcé et de légitimité des critères qu'on prend, elle est majeure. Ça fait partie des éléments qui peuvent impacter le parcours d'apprentissage et les contenus d'apprentissage de centaines ou de milliers de personnes. Un des forts enjeux aussi, c'est de mettre à disposition les données. Alors, je ne sais pas si parmi vous, dans la centaine de personnes qui participent à ce webinaire, il y a aussi des personnes qui sont des experts ou des chercheurs en neurosciences ou des chercheurs sur ces sujets. Mais clairement, on est très attentif aujourd'hui à pouvoir apporter toute notre base de connaissances anonymisées et toutes les données qu'on a pour pouvoir apporter au marché aussi de la donnée. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enjeux à essayer de comprendre comment fonctionne aujourd'hui les apprentissages pour des populations assez importantes de participants. Et évidemment, tout ça pose des questions d'éthique dans nos métiers, parce qu'on met à disposition des plateformes comme Teachup à de très nombreux clients. On est présent aujourd'hui dans 250 entreprises différentes, qui sont essentiellement des grands groupes, et on se rend compte qu'on a accès à des données qui sont très importantes sur les apprenants, sur leur façon d'apprendre, sur leur façon de fonctionner, leur façon de se développer, le rythme avec lequel ils se sont développés. On arrive à voir les experts, ceux qui ont mis plus de temps, ceux qui ont eu plus de difficultés. Même si tout le monde y arrive à la fin, il y a quand même des enjeux éthiques de savoir jusqu'où on va dans la transparence de la donnée, comment ces données vont être utilisées aujourd'hui par l'ensemble des acteurs qui manipulent cette donnée, et du coup, comment notre machine learning a la légitimité de pouvoir se dire que tel contenu ou tel cours est plus pertinent que tel autre, et en fonction de quels critères. Alors, c'est pour ça que depuis le début, le fait d'avoir choisi la maîtrise comme critère majeur, c'était un critère positif, parce que en partant du principe que notre objectif, c'est de faire réussir les gens, faire réussir les apprenants, mais en fait, la machine, elle est entraînée pour faire réussir les gens. Donc, en fait, on a toujours pensé que cette technologie devait être au service de l'apprenant pour le faire réussir. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous comme élément en une quinzaine de minutes.
Et j'imagine que vous aurez des questions à nous poser. On est tous passionnés, on pourrait y passer des heures. Oui, c'était court, donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci Nicolas, merci Evan et Jean-Marc. Je crois que vos témoignages sont passionnants. Et on voit que c'est un sujet intéressant et où il y a encore beaucoup de développement à réaliser. On n'a pas énormément, ça n'a pas suscité énormément de questions. Je pense que vous avez été très explicite certainement. Et donc on va répondre déjà aux deux questions qui sont posées. Il y a une question d'Éric David pour Evan sur l'intégration de XAPI dans la solution Domosio. Ouais, merci pour cette question. Je l'avais effectivement noté. XAPI est très important, je pense, pour le futur de l'adaptive learning. C'est un format de données qui sera essentiel et qui permettra de tout standardiser. Évidemment, XAPI, c'est un standard d'interopérabilité. Et la limite de ça, c'est que pour qu'un standard d'interopérabilité fonctionne, il faut que tous les outils le respectent. Aujourd'hui, on en est loin. Les plateformes de formation qui sont utilisées globalement ne sont pas compatibles XAPI. Et on voit que dans les principaux standards d'interopérabilité qui sont utilisés aujourd'hui par les plateformes, le SCORM reste très, très présent. C'est pour cette raison qu'on a fait le choix de proposer quelque chose de facilement interfaçable en format SCORM. En revanche, on a aussi le retour d'expérience d'un certain nombre de projets menés notamment dans l'éducation et pas dans la formation professionnelle, où on a le moyen d'aller beaucoup plus loin dans les données, les formats de données, la quantité de données, et où là, on utilise ce format XAPI pour facilement recevoir de la donnée dans un format précis, traiter cette donnée et ensuite renvoyer la même donnée dans un format qui est ce format XAPI. Et la conclusion, c'est que oui, pour de l'adaptive learning, on peut aller beaucoup plus loin si les outils respectent ce format. Je me permets de compléter un point. Évidemment, tout ce qu'on crée aussi avec TeachUp est compatible dans tous les LMS du marché, parce que c'est un must-have, parce que les grosses organisations utilisent évidemment ces LMS pour pouvoir les déployer. Il y a évidemment des gros enjeux de compatibilité dans des contextes d'application. Alors, XAPI, nous, on a un énorme dispositif aujourd'hui pour l'éducation nationale, où on forme 380 000 élèves par an et 30 000 formateurs par an avec de l'adaptive learning. C'est le premier parcours d'adaptive learning au sein de l'école de cette ampleur. Et on se rend compte que, en fait, le développement, en tout cas, de la remontée d'informations passe aussi, évidemment, par le XAPI, qui est un sujet, mais qui n'est pas toujours simple, parce que là où tu as raison, Evan, c'est qu'on n'a pas toujours en face les réceptacles pour pouvoir accueillir toutes les données qu'on est capable de faire remonter. Et il passe beaucoup par des API aussi qui sont adaptés au contexte de plateformes que les clients développent. Donc, il y a un enjeu à la fois à développer des API spécifiques qui permettent de capter toutes les nouvelles données qu'on peut avoir. De plus en plus, XAPI est un format, mais malheureusement pas toujours complètement pris par l'ensemble des acteurs de marché et pas toujours aussi simple à mettre en place. Et le SCORM qui permet de faire remonter les données traditionnelles, évidemment, qui sont aujourd'hui remontées. Parfois dans des contextes où ça demande aussi d'embarquer avec des approches online et offline, parce que ce qu'on se dit là, c'est que quand on fait appel à des algorithmes et à des réseaux de neurones, il y a beaucoup de données qui sont à l'extérieur du module. Donc, on doit faire des allers-retours en permanence entre des serveurs dans lesquels il y a tous les algorithmes et les modules. Et certaines organisations demandent à embarquer ça à l'intérieur des modules. Donc, ça pose des questions aussi de online, offline dans le SCORM et toutes les technologies SCORM qui existent. C'est une technologie qui est en train de beaucoup bouger, le SCORM, qui est un peu vieillissante. Donc, clairement, ça risque d'être, dans les prochaines années, un game changer de pouvoir développer d'autres sources de compatibilité pour tout le monde, évidemment. Alors, une question d'un autre type, c'est est-ce que vous intégrez dans vos dispositifs, à la fois chez Domosio et chez TeachUp, des éléments sur la charge cognitive de l'apprenant? Est-ce que vous prenez en charge justement dans la durée du parcours et dans la durée des activités pédagogiques la charge cognitive de l'apprenant pour du coup gérer à la fois le rythme de l'apprentissage et la durée? Ouais, peut-être vous voulez répondre? Je veux bien commencer par répondre. Oui, en effet, dans le sens où les deux principaux critères
que la technologie va prendre en compte pour faire de l'adaptive learning vont être d'une part la réussite de l'apprenant, mais d'autre part le temps qu'il va passer à se former pour atteindre cette réussite. On va chercher, dans la mesure du possible, à réduire au maximum ce temps pédagogique. Donc, si on prend un parcours que je vais appeler traditionnel et un parcours en adaptive learning, l'objectif va être d'atteindre un niveau de maîtrise dans les deux cas qui sera le plus élevé possible. Mais dans le cadre de l'adaptive learning, on va faire en sorte que l'apprenant passe le moins de temps possible à se former. Et pour cela, on va d'une part lui recommander le minimum possible de contenu pédagogique. Chaque contenu pédagogique que suit l'apprenant doit être le plus court possible et doit porter sur des connaissances et ou compétences qu'il a réellement besoin de développer en vue de ses attendus pédagogiques ou de ses attendus métiers. Et pour cela, on va venir, entre guillemets, piocher dans les bibliothèques existantes, pas forcément que sur des formats digitaux, mais parfois, on va effectivement aller chercher des formats micro-learning, du vidéo-learning, de la simulation, du serious game, et parfois aussi aller vers des formats synchrones pour finalement développer les compétences de l'apprenant de la façon la plus optimale possible. On va parfois se rendre compte que le synchrone, c'est ce qui va fonctionner le mieux. Pour compléter ta réponse, Evan, je vais peut-être en parler à l'échelle d'un module. C'est-à-dire que quand on est à l'échelle d'un module en micro-adaptive, la façon dont on le prend en compte, alors c'est insatisfaisant comme réponse parce qu'évidemment, on aimerait aller plus loin et il y a beaucoup de promesses dans nos métiers, donc il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Mais nous, on le prend en compte dans la façon dont on calcule l'expertise de l'apprenant. C'est qu'au fur et à mesure qu'il interagit avec l'écran, on est capable d'avoir, alors je ne vais pas rentrer dans un élément technique, mais on a une variable dynamique qui est l'expertise de l'apprenant sur le sujet. C'est-à-dire qu'à l'échelle de ce savoir ou de savoir-faire, on a une expertise dynamique qui change tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'interagis, cette expertise dynamique change. Et en fait, la vitesse avec laquelle elle évolue vers le haut ou vers le bas, en fait, aide les algorithmes à adapter le niveau de difficulté des jeux. Parce que quand on se rend compte que quelqu'un est très débutant, en fait, on va simplifier les jeux pour le mettre en succès. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de faire un module et de gourer tout le temps. Et quand vous vous trompez tout le temps, ça ne vous donne pas envie de continuer et ça ne vous donne pas envie d'aller au bout. Donc en fait, la techno, elle est entraînée pour faire en sorte de simplifier des jeux quand j'ai un ultra débutant, le mettre dans une dynamique d'apprentissage plus favorable et monter petit à petit en puissance pour faire en sorte qu'à la fin, il arrive à maîtriser la même chose que l'expert, mais clairement en adaptant le niveau de difficulté, comme un coach l'aurait fait. Donc voilà l'approche qu'on va avoir. L'autre approche qu'on va avoir d'ailleurs autour de ça, c'est qu'on a énormément de données sur le décrochage dans l'apprentissage des apprenants. Et en fait, on travaille beaucoup en ce moment sur comment on pourrait recommander aux formateurs, quand ils produisent leur contenu, dans Teachup, pour qu'ils puissent avoir des recommandations en disant, là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en phase optimale. Si vous continuez à poser des questions, à remettre des cours, en fait, vous risquez de faire décrocher les apprenants parce que statistiquement, vous aurez 27% des gens qui vont décrocher si vous rajoutez 5 cours de plus. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant pour pouvoir demain donner des recommandations pertinentes aux auteurs pour qu'ils puissent créer des choses avec des bases de données qui soient beaucoup plus importantes que le seul périmètre de leur mission. Merci. Donc, on arrive à la fin, de l'heure. Il y a une question sur l'utilisation de l'adaptive learning en éducation. Je crois que vous avez tous les deux plusieurs expériences dans le domaine. Donc, je propose que la personne qui pose la question s'adresse directement à vous pour que vous lui puissiez parler de vos expériences dans le domaine de l'éducation et à l'université. Je crois qu'il faut que l'on arrête, c'est ça, Aurélien ? Gilles, juste oui. Il y a une question à laquelle n'a pas été répondue qui dit « Mais quel est l'avenir du cerveau humain ?» Moi, je voudrais juste répondre à la boutade. C'est qu'il n'en est pas forcément une, mais que l'adaptive learning n'est qu'une brique dans le blended learning. C'est-à-dire qu'il ne faut pas évidemment tous plonger dans l'adaptive learning qui remplace tous les autres types de formations. Évidemment, l'adaptive learning n'est qu'une brique dans tout ce qui nous est proposé aujourd'hui, que le cerveau humain est toujours présent et on en aura toujours besoin. Merci Jean-Marc. Juste pour vous dire que je vous remercie tous pour ces échanges passionnants et extrêmement clairs et détaillés qui donnera beaucoup d'idées certainement à des organismes de formation pour commencer à réfléchir sur l'individualisation des parcours. Je vous remercie tous beaucoup. Je voulais vous annoncer le prochain rendez-vous.
Donc, prochain webinaire, il aura lieu le 21 juin et nous parlerons des badges, donc la reconnaissance par les badges et l'articulation entre les différentes propositions de badges avec des études de cas également et surtout le réseau des APP qui a mis en place un certain nombre d'initiatives dans ce domaine. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup à nos 3 intervenants et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, bonne journée.